8 heures, c'est la durée moyenne d'une journée de travail aujourd'hui. Ajoutez le trajet, la préparation, le mental qui reste connecté même le soir, et on arrive aux fameuses 90 000 heures sur une vie entière. Le chiffre qui donne le vertige, ce n'est pas 90 000, c'est ce qu'on va comparer avec. Notre espèce existe depuis 300 000 ans. Pendant 290 000 de ces années, ce chiffre n'aurait eu aucun sens. Pas d'emploi, pas de salaire, pas de patron, juste une seule question chaque matin, qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui ? En 1966, un anthropologue du nom de Marshall Chalins monte sur une estrade lors d'un symposium à Chicago et prononce une phrase qui va faire hurler la moitié de la salle. Les chasseurs-cueilleurs ne vivaient pas dans la misère. Ils vivaient dans l'abondance. Pas parce qu'ils avaient beaucoup de choses, parce qu'ils avaient peu de besoins et beaucoup plus de temps libre qu'on ne l'imagine pour en profiter. À l'époque, personne ne le croit. Et pourtant vous, avec votre frigo, votre supermarché à 3 minutes en voiture et votre livraison en 20 minutes, vous passez plus de temps à travailler pour vous nourrir que d'en passer à chasser et cueillir à main nue sans aucune de ces technologies. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, avec tout ce temps en plus ? C'est exactement ce qu'on va reconstruire. Kalahari 1964, il fait 40 degrés à l'ombre, s'il y a de l'ombre. Un homme est accroupi près d'un groupe qui vit encore à cette époque en chassant et en cueillant, exactement comme la quasi-totalité de l'humanité l'a fait pendant des centaines de milliers d'années, avant que l'agriculture ne change la donne pour la plupart des sociétés. C'est précisément pour ça que les chercheurs viennent les observer. Ils sont l'une des dernières fenêtres directes sur ce à quoi ressemblait le quotidien humain avant que tout ça ne disparaisse. On les appelle les Juansi. L'homme, au carnet, ne demande à personne de se souvenir de sa journée. Il chronomètre tout, en direct, heure par heure, semaine après semaine. Cet homme s'appelle Richard Lee. Et ce qu'il découvre est presque impossible à croire pour l'époque. Les adultes qui observent passent environ 2 jours et demi de travail par semaine à trouver de la nourriture, soit environ 15 heures pour tout. Le reste du temps, ils se reposent, ils rendent visite à d'autres campements, ils ne font littéralement rien de particulier. Pas de réunion, pas d'email à répondre, rien. Un seul homme, un seul groupe, ça pourrait être une coïncidence. Alors, d'autres chercheurs vont vérifier ailleurs. Les Hadza en Tanzanie, les Aché au Paraguay, et le même schéma se répète sur d'autres continents encore. Le même chiffre revient, entre 15 et 20 heures par semaine. Vous, avec 0 prédateur à la porte de chez vous, un salaire fixe, de la nourriture, à 3 minutes en voiture, vous en faites plus du double et on appelle ça réussir sa vie. La vraie différence ne tient pas seulement au nombre d'heures, elle tient à la façon dont chaque journée se déroulait. Entrons dedans, minute par minute, et elle commence bien avant que vous ne pensiez ouvrir les yeux. Le feu couve encore un peu, même au petit matin. Personne ne le laisse mourir complètement, trop utile pour cuisiner. Éloigner les insectes et les prédateurs à la nuit tombée. Nous sommes en Afrique avant l'agriculture, pas l'ère glaciaire, mais le climat chaud qui a dominé l'essentiel de notre histoire. Vous ouvrez les yeux avec le jour, pas de réveil, pas d'alarme, juste la lumière qui change et un corps qui suit un rythme qu'aucune montre ne lui a jamais imposé. Quelqu'un est déjà debout en train de raviver les braises de la veille. Le petit déjeuner, c'est ce qui reste d'hier. Un peu de viande séchée, quelques fruits ramassés la veille, et surtout c'est social. On ne mange pas seul, en silence, en scrollant sur un écran qui n'existe pas encore évidemment. On parle, on raconte ce qu'on a vu, ce qu'on projette de faire, qui a bien dormi et qui s'est plaint toute la nuit. Puis vient la question du jour, est-ce qu'on part chasser ? Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent, la réponse est souvent non. Si la chasse d'avant-hier a été bonne, personne ne bouge. Ce jour-là, vous restez au campement, vous réparez une lance, vous retendez une peau, vous apprenez à un enfant à tailler un silex. Ce n'est pas du travail au sens où vous l'entendez, personne ne vous chronomètre, personne ne remplit une fiche d'évaluation annuelle à votre sujet. Vous faites ça parce que il faut bien faire les choses ici et c'est ce qui rend utile aux yeux du groupe. Et être utile dans ce monde-là, c'est une question de survie pure et simple. Les jours de chasse, la scène ne ressemble pas toujours à l'image du guerrier bondissant sur sa proie. Une des méthodes disponibles, plus lente et plus patiente, repose sur une capacité que peu d'animaux possèdent, l'endurance. Des chasseurs du désert du Kalahari la pratiquent encore aujourd'hui. Suivre un animal à un rythme régulier, des heures durant, parfois plus de 3 heures sur plusieurs dizaines de kilomètres, jusqu'à ce que la chaleur l'épuise et qu'il s'effondre. Cette capacité vient d'un avantage physiologique réel. Les humains régulent leur température par la transpiration bien plus efficacement que la plupart des grands mammifères qui doivent ralentir pour halter. Pas plus fort, pas plus intelligent au sens strict, juste mieux équipé pour évacuer la chaleur pendant l'effort. Le milieu de journée n'appartient à personne. Il fait trop chaud pour bouger de toute façon. Alors, on se met à l'ombre, on parle à voix basse, on laisse le corps récupérer sans bouger plus que nécessaire. Pas forcément en dormant, mais en s'accordant une vraie pause au milieu d'un jour ouvré qui, ici, n'existe tout simplement pas.
Et plus l'après-midi avance, plus le temps devient collectif. On épouille les cheveux d'un proche, moins par hygiène que parce que ce contact répété resserre les liens du groupe. Un comportement qu'on retrouve chez les grands singes et que les anthropologues considèrent comme l'un des ciments sociaux les plus anciens de notre lignée. On joue avec les enfants, on fabrique des bijoux avec des coquillages ou des dents d'animaux pour le simple plaisir d'être beau. Pas de to-do list, pas de notification, pas de dimanche soir qui angoisse à l'idée du lundi, parce que le lundi ici n'a absolument aucun sens, vous avez juste du temps. Et quand la nuit tombe enfin, ce temps ne s'arrête pas non plus. Il change juste de forme, parce que la façon dont vous allez dormir cette nuit-là n'a probablement plus rien à voir avec la vôtre. Aucun chasseur-cueilleur n'a jamais eu besoin de compter les moutons. Pendant des années, les chercheurs pensaient que sans lumière artificielle, les nuits humaines pouvaient être longues. 10, 12 heures, peut-être plus. Après tout, que faire d'autre dans le noir total? Alors, dans les années 2010, un neuroscientifique décide d'aller vérifier sur le terrain. Pas dans des livres, mais directement sur place. Il équipe des membres de plusieurs peuples chasseurs-cueilleurs vivants encore aujourd'hui, sans électricité, de petits capteurs de sommeil, portés au poignet pendant plusieurs semaines. Et les résultats surprennent tout le monde. Ces populations ne dorment pas plus longtemps que vous. Elles dorment moins, en moyenne entre 6 et 7 heures par nuit. Pas de sieste massive en pleine journée pour compenser, un sommeil plus court que ce que la plupart des médecins recommandent aujourd'hui. Mais voilà ce qui change tout. Leur corps sait exactement quand s'endormir sans jamais consulter une horloge. Pas de mur, pas de toit hermétique entre eux et la nuit, juste un abri léger ouvert sur l'air et le ciel avec le feu qui décline doucement à mesure que les heures passent. L'endormissement survient plusieurs heures après le coucher du soleil, en moyenne un peu plus de 3 heures, au moment précis où la température ambiante, elle, atteint son point de bascule. Pas d'insomnie chronique, pas de nuit blanche à fixer le plafond, leur horloge interne est calée sur la seule chose qui a vraiment gouverné le sommeil humain pendant des centaines de milliers d'années, le contraste entre lumière et obscurité et la variation de température qui va avec. On passe nos journées enfermées sous une lumière artificielle qui n'a presque rien à voir avec la vraie clarté du soleil. Résultat, notre cerveau ne reçoit jamais un signal assez fort pour savoir clairement qu'il fait vraiment jour. Puis le soir, on fixe un écran qui imite une lumière de milieu de journée pile au moment où le corps devrait comprendre que la nuit tombe. Autrement dit, ce n'est pas parce que vos ancêtres avaient un secret magique pour bien dormir, c'est qu'ils n'avaient jamais eu à envoyer à leur cerveau des signaux aussi contradictoires que ceux que vous lui envoyez chaque jour. Revenons à ce qu'on pense un après-midi où personne n'est parti chasser. Quelqu'un assis à l'ombre façonne un coquillage entre ses doigts depuis 1 heure. Ce geste précis, patient, sans but de survie, c'est exactement ce que les archéologues retrouvent intact des dizaines de milliers d'années plus tard. La réponse à « que faisait-il de tout ce temps libre ?» elle se trouve dans la terre, sous forme d'objets que personne à l'époque n'avait besoin de fabriquer pour survivre. Il y a une chose qu'on ne retrouve jamais sur le site d'un animal qui lutte pour sa survie, des bijoux, des objets qui ne servent à rien, sinon à être beaux. Commençons par le plus ancien. Sur la côte sud de l'Afrique du Sud, dans une grotte appelée Blombos, à quelques mètres seulement de l'océan actuel. Des chercheurs tombent sur de minuscules coquillages, tous percés au même endroit avec la même régularité. Une signature humaine, intentionnelle. L'âge estimé, environ 75 000 ans. Le détail qui change tout, ces coquillages précis ne vivent pas dans la mer, mais dans des estuaires, et le plus proche se trouvait à 20 km de la grotte. Quelqu'un a donc fait l'aller-retour, à pied, dans le seul but de les ramener avant de passer des heures à les percer, un par un, avec un silex. Aucun bénéfice pour la survie, juste l'envie de porter quelque chose de joli autour du cou. Bien plus tard, en Allemagne, sous une grotte du nom de Hohlfels, on retrouve un fragment d'os de vautour transformé en instrument. 5 trous espacés avec une régularité qui trahit un vrai savoir-faire pour produire des notes justes. Fabriquer cet objet demandait de comprendre l'acoustique, la précision du geste et surtout du temps disponible en quantité. Le genre de temps qu'on n'a pas quand on lutte chaque jour pour ne pas mourir de faim. Et puis, il y a Chauvet. Découverte en 1994 dans le sud de la France, cette grotte cache des centaines de peintures vieilles d'environ 36 000 ans. Chevaux au galop, lions en pleine chasse, rhinocéros dessinés avec un sens du mouvement et du volume qui déroute encore les spécialistes en art aujourd'hui. Quelqu'un s'est enfoncé sous terre, a allumé un feu et a passé des heures, peut-être plusieurs jours, à peindre des animaux sur une paroi que presque personne ne verrait jamais. 3 sites, 3 continents différents, des dizaines de milliers d'années d'écart entre eux, et pourtant le même message se répète. Dès que l'humain a du temps devant lui, il ne le passe pas à se reposer les bras croisés, il fabrique de la beauté. Ce n'est probablement pas un hasard si l'art apparaît si tôt et si souvent dans notre histoire. C'est peut-être simplement ce que fait un cerveau humain dès qu'on lui laisse la place pour le faire. Le jour, on parlait de nourriture. La nuit, on inventait des dieux. Chez les Juonsi du Kalahari, une chercheuse a passé des années à écouter,
à enregistrer en silence les conversations telles qu'elles se déroulaient naturellement de jour comme de nuit, des centaines d'heures patiemment retranscrites. Elle s'appelle Polly Wisner, et ce qu'elle découvre en comparant les échanges du jour et ceux du soir est presque troublant. En pleine journée, les discussions restent pratiques. Qui a vu des traces d'animal, ou quelle plante son mur, un désaccord sur un partage de nourriture jugé injuste. Rien de très différent, au fond, d'une conversation de collègues autour d'un dossier. Mais dès que le soleil se couche et que le groupe se rassemble autour du feu, quelque chose bascule. Selon les données, plus de 80% des conversations nocturnes changent complètement de nature. On ne parle plus de traces d'animaux, on raconte des histoires, des récits sur l'origine du monde, des légendes d'ancêtres capables de choses impossibles, des blagues qui font rire tout le campement, des histoires entendues de groupes vivant à des jours de marche. Pourquoi cette bascule précise, chaque soir au même moment ? Parce que le feu change tout. Il éclaire les visages sans révéler ce qu'il y a au-delà, il rassemble les corps en cercle. L'esprit humain, une fois le groupe réuni ainsi, ne se met pas en pause. Il se tourne vers autre chose, le sens, l'imaginaire, les grandes questions. Sur l'ensemble d'une journée, ce moment collectif autour du feu s'ajoute à tout le reste du temps social. Celui de l'après-midi, celui du repas, celui d'à peu près chaque instant qui n'est pas consacré à trouver de la nourriture. Autrement dit, sur une semaine de seulement 15 heures de travail, presque tout le temps devient du temps social. Parler, rire, s'épouiller, jouer avec les enfants, resserrer des liens. Sans écran, sans notification, sans quelqu'un qui regarde discrètement l'heure en pensant à demain matin. Et cette générosité de temps social n'est pas un luxe gratuit. Dans un monde sans police, sans banque, sans filet de sécurité écrit noir sur blanc, la seule vraie assurance vie, c'est la qualité de ses relations. Si le groupe ne vous apprécie pas, personne n'est obligé de partager sa nourriture le jour où vous rentrez bredouille. Alors, on investit dans les liens humains comme on investirait aujourd'hui dans une épargne retraite. Sauf qu'ici, l'intérêt composé, ce sont des histoires, des rires et des dieux inventés, ensemble, autour d'un feu. C'est peut-être là, puisque nulle part ailleurs, que naît ce qu'on appelle la vraie culture humaine. Mais la fête est finie et personne ne l'a vu venir. Tout ce qu'on vient de décrire, le temps libre, le feu, les histoires, les bijoux fabriqués pour le plaisir, a duré. Longtemps, assez longtemps pour que ce rythme devienne tout simplement ce que l'être humain voulait dire. Et puis, il y a environ 10 000 ans, quelque chose change. Certains groupes s'arrêtent de marcher et commencent à cultiver la terre. Et les squelettes, eux, ne mentent pas sur ce que ça a coûté. Les premiers agriculteurs mesurèrent plusieurs centimètres de moins que leurs ancêtres chasseurs. Leurs dents pourrissent, rongées par un régime soudain saturé en céréales. Le temps libre disparaît avec la santé. On passe de 15 heures de travail par semaine à des journées entières de labour, de récolte, de stockage, sans syndicat, sans congé, sans retraite. Alors, pourquoi ce mode de vie a-t-il fini par s'imposer partout malgré tout ce qu'il coûtait ? Parce que c'était un piège, pas un choix. Plus de nourriture cultivée veut dire plus d'enfants qui survivent. Plus d'enfants veut dire plus de bouches à nourrir. En quelques générations, les populations grossissent au point qu'un retour en arrière n'est plus possible. Il n'y a plus assez de gibier pour nourrir tout le monde comme avant. Et c'est là, dans les greniers à grains, que naît quelque chose que le nomadisme rendait presque impossible, l'inégalité. On ne peut pas accumuler grand-chose quand on porte tout sur son dos. Mais un grenier plein, ça se garde, ça se contrôle, ça se transmet. Les premières hiérarchies naissent ici. Les premiers propriétaires, et dans leur sillage, les premières guerres pour voler la récolte du voisin. Vos ancêtres n'ont pas choisi ce chemin parce qu'il rendait leur vie meilleure, ils l'ont pris parce que le monde avait cessé de les nourrir gratuitement. Et qu'une fois le premier champ labouré, il n'y avait plus de retour en arrière. Le compte à rebours vers vos 90 000 heures de travail venait de commencer. Et vous n'avez pas raté le coche, vous êtes juste né 10 000 ans trop tard. Vous allez vendre 90 000 heures de votre vie à un système qu'il n'aurait même pas reconnu comme normal. Mais une chose n'a pas changé depuis 300 000 ans, le besoin de repos, de liens, de temps pour ne rien faire n'est pas une faiblesse moderne, c'est une mémoire. Alors, la prochaine fois que votre semaine vous semble trop pleine, souvenez-vous de ça. Quelque part dans votre ADN, il y a quelqu'un qui avait tout son temps et qui n'a jamais eu besoin d'un mot pour dire « week-end » parce que chaque jour en était un.